Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la vidéo spéciale 30 000 abonnés. Enfin, la première des deux, je vous explique rapidement. Alors dans vos questions, il y a plusieurs thèmes abordés. Et d'ailleurs, merci pour toutes vos questions. Et j'ai réussi quand même à les séparer en deux groupes, en deux parties. La première partie, donc dans cette vidéo aujourd'hui, concernera toutes les questions que vous posez sur moi. Donc mes débuts à la batterie, pourquoi je me suis mis à la batterie, mon parcours, mes groupes, les batteurs qui m'ont influencé, les batteurs que j'aime, etc. Et dans la deuxième vidéo, donc la deuxième partie, je réponds à toutes vos questions qui concernent le matos. Donc mon kit en détail, mes différents endorsements, comment j'enregistre la batterie, le montage vidéo, les logiciels, comment je m'organise pour les cours en ligne, les streams, etc., etc. Si les deux vous intéressent, faites-vous plaisir et regardez les deux à la suite. Enfin, à la suite, comme dans l'ordre que vous voulez, hein, d'accord? Et sinon, comme ça, vous pouvez faire aussi votre sélection pour éviter de vous taper tout le reste qui ne vous intéresse pas trop. Et vu que vous êtes des petits coquins et que pas mal d'entre vous ont posé plusieurs questions différentes, donc sur des thèmes différents, mais dans le même commentaire, après c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça sera à vous d'aller chercher les infos qui vous intéressent dans les deux vidéos, d'accord? Comme ça va m'éviter de radoter et puis donc répéter deux fois la même chose, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé les deux vidéos. Comme promis, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, et à la fin de l'autre vidéo, donc celle sur le matos, vous connaîtrez celle ou celui qui a été tiré au sort parmi toutes vos questions pour gagner un cours en ligne avec moi, un t-shirt de ma boutique DCO, et enfin une peau de Kessler Evans dédicacée, à votre nom. Bon, on est d'accord quand même, je vous ai bien gâté, mais vous le méritez. Allez, on attaque. Et c'est vrai qu'il y a eu des questions qui sont venues quand même assez souvent, donc je vais essayer de les regrouper, d'accord, pour que ça fasse un petit peu plus organisé, pour que ça parte un peu moins en live, comme le dernier live sur le roulé, hein, qui a quand même duré 1h30. Et je vais essayer de vous répondre assez brut, donc c'est-à-dire sans trop de préparation, comme si vous étiez vraiment là, assis en face de moi pour me poser les questions. Donc désolé si des fois je bafouille, je cherche un peu mes dates, etc. Mais c'est pour que ça fasse un peu plus live, mais pas trop long. On commence par Gabriel. Tu as commencé la batterie à quel âge? Alors, réellement, non, déjà il y a une photo de moi qui est dans mon ancienne chambre chez mes parents, et j'ai 5 ans sur cette photo-là, et c'est la première fois que je monte sur scène avec des baguettes à la main. Alors attention, je fais pas forcément de la batterie, hein, je suis juste à côté de mon papa qui fait son bal, hein, voilà. Et moi je suis juste sur le tom bass, et puis le seul truc que j'ai à faire, pendant que lui jouait, je sais pas, un truc de clo-clo, ou tout ce que vous voulez, moi il fait juste que je fasse le tempo sur le tom bass. Pouf, 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 pouf. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on me voit avec des baguettes à la main, et sur scène, devant du monde. Mais mon réel début à la batterie, je pense que je devais avoir entre 15 et 16 ans. Et c'est pas encore là que j'ai pris les cours de batterie, c'est juste... Avant, je faisais du piano, j'en ai fait pendant 7 ans, tranquillou, hein, pas conservateur ni rien, mais j'en ai fait 7 ans, et c'est vrai que quand on devient ado, on a envie un peu de se défouler, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ma copine, elle m'aime plus, etc., etc. Et c'était pas en faisant du piano que j'arrivais à me défouler, et forcément, vu que papa il faisait de la batterie, donc il y en avait une dans le grenier, là, sa bonne vieille aria, de temps en temps, j'allais monter pour me défouler un petit peu. Alors, sans prétention de faire de rythme, de break, n'importe quoi, fallait à l'époque surtout pas me parler de rouler, de friser, de rudiments de solfège. Je voulais juste taper, moi, hein, d'accord? Je m'en foutais. Donc, réellement, à vouloir faire de la batterie, ouais, on va dire 15-16 ans, à vouloir en faire. Et c'est après, enfin, je vais vous raconter un petit peu après, mais c'est après que je me suis dit, vache, je kiffe tellement, faut vraiment que... Faut que je pousse le truc un peu plus loin, faut que je vois jusqu'où je peux aller. Rise, alors lui qui est Clément, qui est un élève que j'ai en cours en ligne, et qui va tout déchirer sur YouTube dans pas très longtemps. Il a déjà sa chaîne, il a déjà fait plein de vidéos. On bosse ensemble pour améliorer tout ça, donc ce qui est bien c'est qu'on bosse ensemble le côté batterie réellement, hein, d'accord, mais aussi le côté youtubeur, donc c'est cool. Donc Rise, qui me dit « Cédric, quelles étaient tes intentions quand tu as commencé la batterie? Simplement jouer en groupe, participer à des concerts, des tremplins, etc. Qui t'a motivé à faire de la batterie? Quel style aimes-tu jouer à la batterie? » On peut poser combien de questions en fait? Là ça va. Alors mes intentions quand j'ai commencé à faire de la batterie, c'était juste m'amuser, triper, j'adorais l'instrument, je m'en foutais du résultat, je m'en foutais que ça sonne. Alors pas possible, voilà. Je trouvais que j'avais une certaine facilité, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs n'importe quoi, mais c'était facile. J'entendais un truc, j'arrivais à le reproduire, mal, hein, mais je comprenais, il n'y avait pas de souci. Et il fallait juste me laisser un petit peu de temps, puis vous savez, ça passait. Donc après, les intentions, c'était juste jouer, me faire plaisir, et surtout jouer après avec du monde. Voilà, parce que faire de la batterie, c'est bien de le partager aussi. Après, chacun ses trucs, hein. Mais ouais, monter un groupe, triper, mais sans prétention, sans chercher à avoir, comme on a eu après plus tard avec mon groupe principal, même si j'en ai plusieurs, mais le groupe principal quand même, c'était les Lascar. Où après, il y a eu tourneur, manager, distributeur, tout ce que vous voulez. On s'en foutait, vraiment, je voulais juste taper, m'éclater. Ah, et partager. Wow. Qui t'a motivé à faire de la batterie? Alors j'ai envie de dire mes parents, mais c'était plus un soutien
qu'une motivation dans le sens, allez, vas-y, Cédric, fonce, tu vas faire de la batterie, t'es fort, faut que tu le fasses, comme je connais beaucoup de parents qui le font, mais c'est pas grave, enfin, c'est bien, mais non. Ce qui m'a motivé, bah, c'est moi, parce que j'aimais, je viens de ce que je viens de dire, hein, c'est que j'aimais taper, faire de la batterie, et en plus, bah, j'aurais envie de faire ça avec d'autres personnes. Donc la motivation, c'est la batterie en elle-même. Quel style aimes-tu jouer à la batterie? Il y en a plein. Et ça dépend des époques. Donc tu me poses la question maintenant. En fait, j'aime tout, hein. Je peux revenir sur du Rage que je faisais avant, en jouant aussi sur du Snot, comme jouer sur du Jill Scott, m'amuser un petit peu aussi sur du Benny Greb, Snarky Puppy, les Red Hot forcément. Je suis tellement large, un peu moins bourrin qu'avant. Voilà, tous les trucs un peu plus... mon groupe Earl que j'avais avant, que c'était une Earl, on faisait du métal, etc. On a même gagné un tremplin. Enfin, on a fait plein de dates, on a même tourné en Irlande, enfin, là, j'étais plus attiré sur les trucs un peu bizarres, chelous, mesures asymétriques, etc. Rapidité, les trucs qui speed. Là, je suis un peu moins, je suis plus à la recherche du son, du simple, efficace, et faire sonner l'instrument. Voilà. Après, un style particulier, désolé Rise, mais j'ai pas là. On peut poser combien de questions? C'est bon, suivant. Tonio, salut Cédric, quand tu as décidé de faire de la batterie ton métier, quel a été le déclic? Le déclic, tu l'as. Yeah! Pourquoi avoir choisi de faire prof plutôt que rockstar? Même si à nos yeux, tu es une rockstar. Si. Du Muni, toi. Alors, quand as-tu décidé de faire de la batterie ton métier? Je pense que ça devait être juste au moment du bac. Donc, j'avais déjà fait des concerts, donc je vous rappelais, c'était avec les Etlascar. On avait déjà fait quelques concerts, ça commence à marcher un petit peu, et je me rendais compte que, comme je vous le disais, j'avais de plus en plus de facilité à jouer, mais je me rendais surtout compte aussi que il fallait vraiment que je bosse l'instrument parce que je voulais vraiment atteindre les sommets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas être le meilleur batteur du monde, parce que ça veut rien dire, mais je voulais dire, voilà, je veux que ça sonne, je veux comprendre l'instrument, je veux bosser ma technique, etc., etc. Donc c'était vers le bac, je pense. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai fait mes premiers concerts, même mes premiers enregistrements avant de prendre des cours de batterie. Hein. Ça, c'est arrivé après. Enfin bref, et donc le bac, et en petite anecdote, parce que je sais que vous aimez bien les anecdotes, je me rappelle encore, donc j'étais en cours de STT, en économie, gestion, je sais plus quoi. Puis là, il y a la prof que je ne supportais pas forcément, et qui disait, alors voilà, donc STT, c'était sciences de technique et du tertiaire, pour ceux qui datent avant, en gros pour être vendeur à Darty. Hein, d'accord, voilà, c'était ma case. Et, mais il y avait la batterie et la passion qui montaient à côté, donc honnêtement, dans Darty, je m'en foutais un peu. Et quel était donc le déclic, dans le sens où, je me rappelle toujours, hein, ma prof, elle avait sorti un moment, alors vous voyez, hein, comment elle avait sorti ça? Un client potentiel qui rentre dans un magasin, c'est un acheteur quasiment confirmé, il faut en gros lui mettre le grappin, il faut absolument qu'il vende, comme ça vous aurez des primes, etc. Et puis moi j'ai levé la main, je suis non mais attendez madame, moi il y a un truc que je supporte pas, c'est quand je vais à la Fnac, juste par curiosité pour voir les CD qui sont sortis ou n'importe quoi, puis là il y a 3 vendeurs qui me tombent dessus puis qui me vendent 4 albums, je supporte pas ça. Et là elle m'avait sorti, eh ben monsieur Hilaire, Cédric Hilaire, il faudrait peut-être savoir ce que vous faites ici madame. Et là je vous jure que c'est vrai, hein, j'ai regardé tout le monde, je fais bah merci parce que je crois que vous venez de me donner la réponse. Donc en gros j'avais rien à faire ici quoi. Et là je me suis dit je veux faire de la musique, réellement. Alors je voulais passer à autre chose, mais je voulais dire un autre truc que j'ai oublié. Oui, voilà, c'est ça. Donc en gros, le déclic, voilà, c'était un peu ça, mais c'était aussi, et ça je me rappelle toujours, dans le sens, c'est bien d'être soutenu dans ce qu'on fait, parce que se dire qu'on veut faire de la musique et pas avoir une carrière classique comme tout le monde, faut avoir un certain soutien, on peut pas le faire tout seul forcément. Donc le soutien, forcément, c'était mes parents. Et les potes qui disaient, moi aussi, nous aussi on veut faire. Nous aussi on veut plus, les Etlascar à fond, faire de la musique à fond. Donc vu qu'on l'a fait tous ensemble, bah, on s'est lâché. Et donc je reviens sur mes parents. Maman, quand j'ai dit que bon, bah, j'arrête tout et je vais faire de la musique, elle était compréhensive, mais elle se disait que, oula, qu'est-ce que ça va donner? Et mon père, bon, pareil, mais sauf que lui, qui faisait de la batterie, et voilà, etc. avant, et lui, je me rappellerai toujours, quand il m'a dit tout bête, hein, il fait, bah écoute Cédric, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, c'est ta vie. Le seul truc qu'on te demande, c'est que tu ne nous déçoives pas. Donc voilà. Donc fonce, mais pas de déception. Et là, je fais ok, papa. Et ce qui est arrivé après, c'est genre la première fois que j'ai intégré l'école Yamaha, quand j'étais prof chez Yamaha, papa, maman, bam, ça y est, il y a Yamaha qui m'a demandé, voilà, je suis prof Yamaha, je vais partir sur Paris pour faire les formations, etc. etc. Papa, premier endorsement chez ProOrca. Avant, quand j'étais chez ProOrca, les baguettes. Papa, maman aussi, il y a Pearl, c'est bon, je suis renseigné chez Pearl, après il y a Zildjian, etc. À chaque fois que j'ai un truc qui se passe bien, regardez les stages que j'ai en ce moment, etc. Forcément, je les appelle et je les retiens au courant. Et je les remercie forcément énormément. Moi, j'avance quand même. Et pourquoi avoir choisi de faire prof plutôt que rockstar? Donc, j'ai pas choisi, hein.
Comment expliquer ça? Il y a une période avant, je vais pas rentrer trop dans les détails, et sachant que je le fais aussi déjà un petit peu dans la vidéo des 2000 abonnés. Oh la vache, elle date celle-là. J'ai tourné encore en 2015? 2016? Wouh! Et donc je crois que je vous raconte déjà mon parcours avec les groupes, etc. Mais avant, moi, un prof, tout bêtement, c'était un musicien qui n'avait pas réussi. C'est vrai, mais franchement, je le pensais sincèrement. Un prof, ça veut dire qu'il a pas réussi parce qu'il joue pas en groupe. Il donne des cours. C'est ce que je veux dire, non? La différence. Indiana Jones qui est sur le terrain et puis le prof qui est dans sa classe. Sauf que lui, il faisait les deux. Enfin, bon, les comparaisons, un peu nulles, mais vous comprenez le truc, quoi. Donc, je vais pas du tout choisir d'être prof. Mais c'est vrai que donc il y a une période où j'ai fait beaucoup de concerts. On tournait beaucoup tous les week-ends, etc., etc. J'ai commencé à donner des petits cours au black aux voisins, vous voyez le truc un petit peu, mais je kiffais. Alors au début, j'étais nul comme prof, parce que même pour faire un rythme tout bête, j'étais, bah il est con quoi, bah, il n'y arrive pas, c'est gros ce que je Charlie. Je rigole, hein, je suis pas comme ça, mais vous voyez le truc, pas trop pédagogie. Mais quand ça accrochait, quand je voyais que l'élève, il commençait à... Il avait appris quelque chose de nouveau, que ça venait de lui. Alors, en fait, j'arrivais à faire semblant que moi, je lui avais quasiment rien apporté, mais que son niveau venait vraiment de lui. C'est lui qui progressait, c'est pas moi qui l'aidais forcément. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Forcément, si j'étais là un petit peu. Mais ce côté-là de satisfaction à travers quelqu'un d'autre, et non pas simplement moi sur l'instrument, j'adorais ça. Et plus j'ai eu donné des petits cours, etc., donc forcément, j'ai eu un peu plus d'élèves, et plus je m'améliorais dans la pédagogie, et plus je kiffais. Et puis à un moment, bon bah voilà, la vie de groupe fait que c'est comme un couple, hein, il peut y avoir des fins, hein, c'est la vie, etc. Et moi, d'un côté, donc j'avais intégré Yamaha près de Rennes, alors que mon groupe était sur Angers. Oui, je voyais pas mal voyager. Et bah voilà, donc j'avais le groupe qui commençait à se casser un peu la figure. Les cours Yamaha sur Rennes, dans l'école où j'étais, à Domisol Musique à l'Aillé, exactement, qui commence à prendre de l'ampleur, parce qu'entre-temps, forcément, j'ai donné cours en black, mais j'ai intégré aussi une école de musique. Je fais très vite, hein, là, je vous résume des années et des années. Hein. Et donc le groupe qui se casse, moi, l'école que je n'arrive pas forcément à développer, parce que j'étais pris par les groupes. Donc vu que le groupe s'est arrêté, même si j'en avais d'autres en même temps, je me suis dit, bam, allez, l'école, je la booste. Et donc je suis passé de 6 élèves à 64 ou 66 élèves au bout de 6 ans, je crois, ou 7 ans. Je crois un truc comme ça, sur les 10. Donc super content. Mais ce qui fait que pendant ce temps-là, vu que j'étais à fond dans l'école, je ne pouvais pas être à fond dans les concerts, dans la vie de groupe, les répétitions, etc. Donc ça m'a bien lancé aussi. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous avais dit que j'allais bouffer hier. Mais c'est pas facile à tout expliquer comme ça. Donc comme je vous disais, j'avais plein d'élèves, mais j'avais arrêté un petit peu de jouer, donc j'avais des groupes, mais je tournais pas beaucoup. Et j'adorais donner les cours, donc ça marchait super bien, il n'y avait pas de souci. Mais les planches, la scène, ça me manquait complètement. Et donc après, j'ai diminué un peu mes élèves pour remonter les groupes. Et là, il y a cette période-là, j'en ai eu 3 ou 4 en même temps, je crois. Il y avait encore Earl, je crois. Konami Code, ou Ushergoat, ou Culbuto, je sais plus dans quel ordre c'était, c'était Culbuto en premier. Bonobo Circus sur Rennes, j'avais un orchestre qui s'appelle Coup de Cœur qui était sur Cholet, tout en continuant en faisant quelques dates aussi avec Tomahawk sur Angers. Vous voyez un peu le périmètre. Et donc voilà, si je m'éparpillais là-dedans, je pouvais pas donner autant de cours. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, le bon équilibre que j'essaye de trouver, c'est transmettre ma passion. Le local est là pour ça. Et jouer aussi, d'accord? Même si honnêtement, j'ai fait plein de concerts, j'ai bien tourné, j'ai assez joué. Où c'était même par exemple, et tous les intermittents, tous ceux qui tournent beaucoup, vous connaissez ça. Oh, la vache, on a un week-end off. Il y a ce samedi, je fais pas là. Et là, le samedi, c'est avoir un samedi comme tout le monde. Oh la vache, je vais tourner la pelouse, je vais laver ma voiture et je vais faire un barbecue le soir. Comme tout le monde, comme tous ceux qui ont une vie la semaine et qui font rien le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? C'était bizarre. Voilà. Après, il y a la vie de couple aussi qui fait que, rencontre quelqu'un. Un peu plus tard, on devient papa. Donc voilà. J'ai développé plus ça, qui m'a pris pas mal de temps, vous le savez, et moins la scène. Même si ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Surtout, je sais qu'en cette période, de toute façon, la scène, faut pas trop en parler. Ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, mon but à moi là, c'était de développer Déclic Online à fond. Donc, calmer les concerts, parce qu'on peut pas être partout. Si on est sur plein de projets en même temps, on peut pas être à 100% partout. Donc, tout avance doucement. Donc là, j'ai fait Déclic Online à fond. Et je pense que là, vous vous rendez compte maintenant que ça fonctionne, ça cartonne. Je suis super content. Et donc confinement, ça on n'en parle pas, hein, après ça va être fini. Et donc forcément les groupes après je vais reprendre. Mais je pense que les cours sera toujours la part un peu au-dessus. Peut-être que je vais même donner un peu moins de stage ou moins de cours en ligne pour rejouer un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, ça me manque, faut que je joue quoi. Voilà, faut que je joue, faut que je rejoue. Pauline, salut Cédric, merci pour toutes tes vidéos et bravo pour les 30 000.
quand ils seront là. Ça y est, ils sont là. Enfin, au moment où je tourne la vidéo. J'ai 2-3 questions pour toi. Qu'est-ce que tu as bossé comme méthode de batterie? Type lifetime, warm-up, stick control. Et parmi celles-là, lesquelles que tu bosses encore? Lesquelles tu conseillerais? Je pense que je vais faire une autre vidéo spécialement dédiée sur comment créer votre propre méthode de travail et ne pas vous focaliser que sur une seule. Par exemple, Agostini, elle est parfaite, elle est très très bien. Elle paraît complète, mais vous passez à côté d'énormément de choses qui existent si vous faites que Agostini. Au contraire, si vous faites que du stick control, vous savez peut-être faire du stick control, mais vous savez pas du tout faire de la batterie. Et jouer avec du monde, hein, c'est super important ça. Hein. Je vois tellement de gens qui débarquent ici et qui disent bah voilà, j'ai, je sais pas moi, j'ai 10 ans de batterie, médaille d'or Agostini, nanani, nanana, etc. Et puis ils se mettent derrière une batterie, ils savent pas la faire sonner. J'exagère pas, quoique j'exagère. Et voilà, et puis ils ont pas le côté écoute, se rendre compte pourquoi est-ce qu'on fait le break à tel moment, le côté musicien du batteur qui est super important, d'accord? Et comme j'en ai d'autres aussi, par exemple, qui ont pris jamais de cours, complètement autodidacte, donc il peut y avoir des mauvaises habitudes, mais ça se gomme de toute façon avec le temps, et qui solfège s'en foutent, ne savent pas lire, mais ils se rendent compte que c'est quand même intéressant de savoir un peu lire aussi quand même. Et puis à côté, bah, qu'ils ont une frappe de taré, ils se mettent derrière la batterie, ma titine, que ce soit la Masterworks ou l'autre, je la reconnais, je vois comment elle sonne, et ça sonne de fou, avec des idées de folie qui n'existent pas dans les bouquins. Donc voilà, je referai une vidéo un peu là-dessus, je vais pas trop m'étendre sur... et donc justement, je vous expliquerai aussi un peu plus mon parcours, les méthodes que j'ai bossées. Voilà, je suis une pieuvre de méthodes, j'en ai pas du tout bossé qu'une seule. Agostini forcément, Stick Control forcément. Et en fait, j'ai pompé sur plein de trucs, plein de gens. J'allais voir, quand je faisais les premières parties de certains groupes, j'allais voir les batteurs, je fais hey, t'as quoi pas à bosser? Et je les bossais. Donc, vous conseillez une méthode en particulier? Non. Bouffez-en, tapez-en, mais surtout jouez avec du monde. Et ça, ce que je dis aussi très très souvent, c'est ne visez, faut pas viser forcément une méthode pour avoir un résultat, mais essayez de visualiser le résultat pour tester différentes techniques, et donc vous aurez la méthode et la technique qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous pouvez passer 15 ans à faire que la méthode Agostini, et ça se trouve, c'était pas la bonne pour vous. L'autre, elle était juste à côté, mais il fallait juste avoir la curiosité d'aller voir ailleurs, de poser la question à d'autres batteurs, par exemple. D'accord? Je ne m'étends pas là-dessus, on va se faire une grosse vidéo là-dessus où c'est comment on a fait optimiser son temps de travail. Là, c'est vraiment comment optimiser son évolution dans la batterie et développer sa personnalité. D'accord? On parlera de tout ça. Petite question pratique, j'ai des tâches comme des gouttes de verre de gris. Hop, je parle pas. Là, ça sera matos dans l'autre vidéo. Ne t'en fais pas, Pauline, c'est pas... Voilà, on en parlera dans l'autre vidéo. Alors, Thomas, au hasard, aurais-tu une astuce pour éviter que le timbre... C'est pareil, c'est matos, donc ça sera dans l'autre vidéo. Mais un timbre qui résonne, c'est normal. Hein, ça s'appelle faire vivre aussi sa batterie. Si vous gaffez tout, si vous scotchez tout, elle respire plus. Et comme par hasard, après, quand vous jouez avec du monde, on dit oh, ta batterie, on l'entend pas. Comment ça se fait? Faut que ça vive, hein, le timbre, il est là pour ça. Hein. Enfin bref, d'autres vidéos. Une autre question, pourquoi la batterie et comment ça t'est venu? Alors, pourquoi la batterie? Comme j'ai expliqué... D'ailleurs, c'est vrai que j'ai déjà raconté un petit peu avant. Pourquoi la batterie? Parce que je trouvais que c'était assez facile, que je prenais mon pied grave dessus, je vais pas répéter, mais un petit peu. Et puis voilà. J'ai essayé le piano, ouais. La basse, ça va. La guitare, ça va, j'y arrive pas. J'ai essayé plein de fois, et pourtant j'en ai joué avec des guitaristes. Hein. Et j'en ai eu souvent des guitares à la maison où ça me saoule. Alors là, et donc pourquoi la batterie? Comment ça t'est venu? Donc comme je viens de le dire, facilité, je trouve pas le mot, opportunité, dans le sens j'avais la chance de pouvoir, donc je l'ai saisi, donc j'ai foncé. Voilà. Alors moi perso, je me souviens plus trop, ça fait tellement longtemps, vers 5 ans, je tapais sur des boîtes en métal que mon père m'avait filé. Filé. Oui, bah écoute, moi ma première batterie c'était dans ma chambre, quand je jouais pas sur l'aria, et je prenais par exemple ma trousse qui faisait la caisse claire, des petits trucs de métal, vous voyez les boîtes à crayons en métal qui faisaient mes cymbales, ou ma charlet, et la grosse caisse c'était une poubelle à pied, vous voyez quand on appuie ça s'ouvre, oui, on appuie ça s'ouvre, ce qui veut dire que je joue à l'envers, parce que là il n'y a pas de son, et quand ça tombe, ça fait du son. Donc ça fait, attends, vous avez compris le truc. Voilà, je continue. Hello Maestro, quel est ton parcours en tant que batteur live et studio? Très très bonne question. Comme je disais, j'ai commencé la batterie vers les 16-17 ans.
Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'en 98, on a commencé réellement à percer avec les Lascar, donc mon groupe principal, jusqu'à faire des albums en 2001, un premier album je crois. Il faut vraiment pas que je vous dise de bêtises parce que les dates c'est vraiment, ça fait tellement longtemps. Donc là après on a eu tourneur, manager, distributeur, on a joué un peu partout en France, sans prétention vraiment partout en France. Entre-temps, donc forcément des albums et pas mal de scènes avec eux. Après, j'ai monté un autre groupe qui s'appelait Earl, qui était du métal, qui était bien bourrin. Eux, c'est pareil, on a fait quelques petites dates en France quand même, dont une tournée aussi en Irlande. On était sur la compile French Metal, on a gagné le tremplin de trucs de métal de je sais plus quoi. On a fait aussi de la musique de film pour le cabinet du docteur Caligari, qui est un vieux film allemand de 1929, si je dis pas de bêtises. Film muet à la base, et nous, en fait, on a une de mes meilleures expériences de ma vie, où, comment vous expliquer, donc pour faire la musique de film, c'était une seule représentation, c'était au Cinémascope à Nantes, et en gros, bah, c'est un cinéma, hein. Nous on était en dessous le cinéma, et on faisait toute la musique en direct devant le public. Donc les gens qui étaient là, ils regardaient un cinéma muet, un film muet, d'accord, avec nous en tant que musiciens en dessous. Donc ils avaient le son et l'image, mais en vrai. Sachant qu'on était un groupe de métal, hein, pour faire de la musique de film. Donc c'était énorme, c'était vraiment génial. Donc enfin bref, il y a eu ça, Zetlasker, Earl, après, après, je crois que j'ai un peu calmé le jeu, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais plus lancé dans les cours. Après, les cours me manquaient, donc je suis revenu avec Tomahawk, qui était le chanteur de Tomahawk, et je suis toujours avec Tomahawk maintenant. Donc ça date en 2001, 2004, j'ai commencé les cours, on va dire peut-être 2010, truc comme ça. Après, j'ai monté d'autres groupes sur en Vendée qui sont Konami Code, Usher Got et Culbuto. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est Culbuto, Usher Got et après Konami Code. Donc, on a fait quelques petits concerts, on a fait un enregistrement. Bon, c'était juste pour les trips entre copains, sans grosse prétention, c'était marrant. Entre-temps aussi, j'avais Bonobo Circus sur Rennes. Avec eux, on a fait pas mal de dates en France, tourné en Espagne, tourné en Portugal. Un album que j'ai enregistré aussi. Enfin voilà. Et après, j'ai tout arrêté pour Déclic Online à fond, les travaux. Et là, juste en gardant par contre Tomahawk et Coup de cœur aussi qui est sur Cholet, qui est un orchestre que je faisais de temps en temps. Donc en gros, c'est là que j'ai complètement arrêté, puis en plus de toute façon il y a le confinement, mais enfin on s'en fout. Ou pour me lancer à ça à fond quoi. Déclic Online à fond, il fallait absolument que les travaux soient finis les plus vite possible pour que ça enchaîne, pour que ça enquille, que je prenne les stages, que je reprenne les cours. Puis voilà. Et on est là maintenant. Donc, batteur live et studio, c'est surtout avec mes groupes. On m'a rarement appelé, moi, en tant que batteur, pour intervenir dans un groupe, pour enregistrer un album et repartir, comme ça se fait maintenant. Ce que j'adorerais faire maintenant, par contre. Quel est le batteur Donc, I Can't Move. Oh. Quel est le batteur qui t'a le plus influencé? Alors ça, c'est le genre de question où généralement on hésite, mais là, en fait, je vais pas trop hésiter. C'est Chad Smith des Red Hot. Ouais. Pas plus trop après. Mais mon premier batteur, je crois que c'est Chad Smith. Mais franchement, même c'est clair que c'est lui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai signé chez Pearl parce que il jouait sur une Pearl. L'album qui m'a foutu une plus grosse claque et je crois sur lequel j'ai plus bossé la batterie, c'est One Hot Minute. Et je pense même faire une vidéo carrément, ou même faire plusieurs vidéos, c'est les albums qui ont influencé ma vie de batteur, un truc comme ça. Et il y aura forcément cet album-là, ça c'est sûr. Donc, le batteur qui m'a influencé, Chad Smith. C'est le premier. Après, il y en a eu d'autres. Mais là, c'était plus trop en tant que batteur, c'était plus en tant que musique. Jill Scott, par exemple, et c'était Eric Tribbett, désolé pour mon anglais, qui n'était pas du tout connu, mais lui, son jeu m'a foutu une grosse claque. C'est encore un album, ça, qui m'a foutu une grosse claque. Chad Smith, voilà. Plus trop après, je le répète, mais ouais, c'est Chad Smith. Titroche, qui est ton batteur préféré? À plein, là, maintenant, en ce moment, Benny Greb, Larnell Lewis. J'en ai pas qu'un. J'en ai pas qu'un du tout. Ça varie tellement. Je suis un méga curieux de tout ce qui est musique, de tous les styles, de tous les batteurs qui jouent. Mario Duplantier, j'adore aussi. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Batteur préféré, allez, vas-y, pour en donner 15, c'est juste pour te faire plaisir, Titroche. Benny Greb pour son jeu complet. Personnalité, le son, les idées, l'humour, la musicalité. Comme je dis sur l'autre vidéo, analyse. Non, c'est pas la vidéo analyse, c'est les premières relances pour les débutants. Allez, Benny Greb.
Mais franchement, je tourne la vidéo dans 2 mois, ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être. Alice, tiens, coucou Alice, ma secrétaire. Salut Cédric, t'es-tu déjà blessé sérieusement en jouant? Non, jamais. Jamais. Ça m'est peut-être arrivé une fois. Je sais plus si c'était avec Earl ou les Etlaskar. Où je jouais et franchement j'ai pas du tout senti le truc monter. Et là j'ai ressenti une grosse décharge. Ça par contre je me rappelle encore. Une décharge qui est partie du poignet jusqu'au coude. Et ça m'a fait... Mais dans le sens décharge où j'étais obligé de lâcher la baguette. Et vu que c'était à la période où on était à pro, enfin ça veut rien dire, mais dans le sens je vais pas me ruiner pour une répète alors qu'on a une date super importante ce week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'était bon bah les gars, désolé, j'ai mal, j'arrête de jouer, je vais pas forcer, ça sert à rien. Plutôt que de faire ouais moi je suis un rocker, j'ai mal mais je continue quand même. Bah ouais c'est con ouais. Donc ça fait en gros t'as des grosses coronettes sur ta répète mais tu peux plus jouer pendant 2 ans après. Bon, je vais à l'extrême là mais voilà c'est s'il y a la moindre petite douleur, arrêtez, ça sert à rien d'insister. Pensez à après. Quels sont tes petits bobos les plus mémorables? Bah voilà, c'est tout. J'ai jamais eu mal. Après si, il peut y avoir mal, mais c'est plus dans le sens où les muscles ils sont complètement tétanisés, moitié de la crampe à force de jouer, parce que j'étais mort sur scène, surtout avec Earl, forcément, le groupe de bourrin, à cause peut-être il y a peut-être un peu trop de bière avant, donc c'est pas le meilleur des lubrifiants, hein, mieux boire de l'eau. Donc ça, ouais, les douleurs, je me rappelle où j'ai transformé. Attends, je prends une baguette, au lieu de jouer comme ça, c'était plus, et je la tiens comme ça, parce que sinon elle va tomber, quoi. Voilà. J'ai mon siège qui grince, hein, je sais. Hein. Désolé. Donc, pas de bobo. Franchement, j'ai jamais trouvé trop mal. Alors, question bonus, y aura-t-il d'autres cours live? Oui, ça y est, j'ai repris. Parce que du temps que tu as posé la question, j'en ai déjà fait un. Je veux refaire d'autres, mais comme vous le savez, j'ai pas mal, et pas mal de stages en ce moment, et priorité au stage, je suis vraiment désolé. Mais dès que j'ai un trou, j'essaye, hein, promis. Parce que moi aussi, j'aime bien beaucoup ce format, et bravo pour les 30 000. Merci Alice. Elodie, mis à part du piano et de la batterie, qu'est-ce qu'il y a d'autres instruments? Est-ce qu'il y a d'autres instruments pardon, que tu sais jouer? Alors le piano, je sais plus jouer. J'en ai fait 7 ans comme je disais, j'étais pas mal en fait. Ça c'est un autre instrument, j'y arrivais bien aussi. Tout à l'oreille, la partition. J'ai pris des cours hein, quand même j'ai eu 2 profs, surtout un principal. Enfin bref, ça on s'en fout. Mais je sais plus jouer, hein. J'en ai fait 7 ans, j'en ai perdu 15. Hein, voilà. Et le piano est là. Hein. Le piano que vous voyez des fois dans les vidéos, c'est le piano sur lequel j'ai appris quand j'étais petit, quand j'étais gamin. Et je tenais à cœur de l'amener ici. Et je me suis toujours promis, c'est vu que le piano sera à la maison, je vais enfin reprendre pour rejouer, pour retrouver des sons, enfin, m'amuser, etc. Mais même pas, je joue jamais dessus. Il est même pas raccordé. Donc voilà. Donc instrument, non. Quand as-tu réalisé que tu avais un talent musical? Alors talent c'est un grand mot, mais comme je l'ai dit, c'était quand j'étais peut-être à 16-17 ans. Quand je me suis mis à la batterie, je trouvais que j'avais une certaine facilité. Donc talent non, mais je trouvais ça bizarre que les autres n'y arrivent pas. C'était plus dans ce sens-là. Est-ce que tu t'es toujours imaginé devenir prof de batterie? On revient à la question d'avant, donc je te réponds très vite. Non, pas du tout. Au contraire, pas prof, parce que moi je voulais faire de la musique. Je voulais pas être dans une salle de cours, d'accord? Donc voilà. Est-ce que tu as un ou d'autres talents artistiques? Si oui, lesquels? Ou lesquels? Voilà, merci. D'autres talents artistiques? Je savais un petit peu dessiner avant. Pareil, je sais plus. Non, honnêtement, putain, c'est nul, j'ai l'impression que je sais faire que de la batterie. Non, franchement, je vois pas d'autres talents artistiques. Laisse-moi le temps de répondre. Ça me fout les boules, je sais faire que ça. Non, je sais faire d'autres choses quand même. La basse, non, je suis nul à la basse. Je sais le dessin, non. Peinture, donc c'est pareil que le dessin, je suis nul. Je vais y réfléchir. C'est une bonne question, ça. David Emmanuel Kuhn, salut Cédric, es-tu déjà tombé sur un os? Ah oui, des fois quand je mange du poulet. Le truc qui passe pas ou qui a demandé beaucoup de taf? Si oui, lequel? Tout le temps, toute ma période. En fait, j'ai eu une période. Je me suis pris une année sabbatique. Alors, c'était une fois, rapidement. J'ai fait une année où je me suis mis. J'ai bossé à l'usine à fond pour pouvoir me payer la batterie. Ma première Pearl, la seule d'ailleurs, pour me payer la Pearl. Et après, donc, j'ai bossé la batterie et j'ai pris une année sabbatique pour bosser l'instrument à fond. Et là, forcément, ouais, il y a plein de trucs, plein d'exos que je comprenais pas, que j'arrivais pas. Et le problème, c'est vu que j'étais perfectionniste, je suis toujours un petit peu, même beaucoup moins en fait. Faut laisser vivre aussi. Vu que j'étais à fond perfectionniste, moi, je pouvais rester 15 jours, 3 semaines juste sur un seul exercice, jusqu'à temps qu'il sonne.
Sauf que ça sert à rien. Parce que lui, là-haut, il faut beaucoup plus de temps pour qu'il digère le truc. La rapidité, ça vient pas en 2 semaines. Ça vient après. Digérer, jouer sans réfléchir. Et moi, ça, voilà. Donc, j'ai eu plein de trucs que j'ai buggés. Et sinon, tomber sur un os. Si, ça peut être une petite anecdote, ça encore. Je me rappelle un morceau qu'on avait avec les Lascar. Par contre, je me rappelle plus du nom du morceau. Enfin bref, etc. J'avais un break que je passais facilement. C'était genre en retard. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je jouais sans réfléchir, je m'en foutais. Et il y a un moment, à un concert, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas passé. Et là, rideau. C'est-à-dire que pendant peut-être 6 mois après, à chaque fois que je faisais la date, je buguais dessus et je simplifiais le truc à mort parce qu'il passait pas. Un truc qui passait tout sans souci. Hein. J'arrivais plus à le faire, il sortait plus. Même on répète, j'ai essayé de le faire, blocage. Donc voilà, ça m'a pas demandé beaucoup de taf, mais ouais, ça m'est arrivé ça. Et je sais pas pourquoi, 6 mois après, en concert, sans réfléchir, je devais penser à autre chose, il est repassé, puis après c'est revenu. Voilà. Donc, truc qui passe pas, ça, mais c'est juste plus un bug qu'autre chose. Et beaucoup de taf, mais le taf je l'ai encore maintenant, la précision dans mon jeu, le groove, le fait que ça sonne, et ça sera toute ma vie. Hein. Ça demande beaucoup de taf. Même si maintenant je relativise beaucoup plus aussi. Guy Sanimort, alors j'ai pas de questions ou trop, je voudrais la peau dédicacée, point. Bonne continuation, Ced. Bah merci. Bah t'as des chances de gagner la peau dédicacée, t'as participé. T'as pas trop posé de questions. Marie-Laure Dessessment. Merci Cédric pour tes vidéos, très sympa. De rien. Voici ma question. Débutante, je demande comment me placer pour faire des doubles croches facilement avec la grosse caisse. Parce que je suis en déséquilibre et que du coup, ça ne fonctionne pas très bien. Tu peux m'aider? Oui, je peux t'aider. Mais là, en fait, non. Pour t'aider, il faudra vraiment que je te vois. Tiens, tu peux en profiter pour qu'on se fasse juste un petit cours en ligne, même 30 minutes si tu veux, pour qu'on voit ça réellement. Parce que je ne sais pas comment tu es placé réellement derrière ta batterie. Tu peux me donner toutes tes informations que tu veux avec des mots. Ça ne vaut pas une image ou une photo, enfin, plus une vidéo. Et comme ça, je pourrais te corriger en direct. Donc voilà, oh là là, le prof qui est nul. Non, je ne peux pas trop te conseiller. Installe-toi confortablement, sans réfléchir. Assis-toi, place ta pédale et ta grosse caisse là où ton pied est et ne te force pas à chercher ta pédale parce qu'elle est là et que tu n'as pas le choix. D'accord? Et après, ça va être soit en talon posé, soit à la pointe. Et ça dépend des gens. Pareil. Ce sont 2 techniques différentes et vu que nous sommes tous différents, testez 2 techniques. Ne regardez pas les vidéos qui disent faut plutôt faire celle-là que celle-là, vous allez voir, vous allez être plus rapide et plus fort. Non. Toi, peut-être dans ta vidéo, oui, mais pour moi, non. Donc voilà, donc Marie-Laure, on se contacte et on se fait un petit truc, d'accord? Parce que je suis en déséquilibre. Ouais, voilà, donc en fait, mauvais positionnement, c'est sûr. Donc je t'aiderai dans le petit live, dans la cour en ligne. Et deuxième question, si c'est possible, dans quel groupe joues-tu? Je les ai déjà tous dit avant, mais là, en ce moment, même si c'est un peu en pause, Tomahawk, qui est sur Angers, et c'est tout. Je me suis calmé, je ne fais plus rien d'autre, d'accord? Pareil, stage, cours, au taquet. Mais ça va reprendre, et j'ai même dans l'objectif, alors je ne sais pas si ça sera fin 2021, ou à la rentrée 2021, ou en 2022, ça serait de monter ma propre formation. Et j'ai déjà des chanteuses, guitaristes, bassistes en tête. Donc voilà, mais ça va revenir. Alvarez, tiens, en restant encore sur la technique, j'aimerais savoir comment travailler la précision à la batterie. Lentement, être conscient de tout ce que l'on fait, d'accord? Écouter ce que l'on fait, dans l'idéal aussi s'enregistrer pour voir ce que les autres entendent, parce que c'est complètement différent entre ce que quand toi tu joues, ce que tu entends, et que quand tu t'écoutes jouer, hein, les oreilles ne travaillent pas pareil. Donc la précision, c'est lentement, tranquillement, prendre son temps, et si possible, avoir un avis extérieur, comme un professeur par exemple, ou même un autre batteur à côté de toi, qui va te parler franchement. Parce que des fois on peut penser réussir un exercice parce qu'on n'a que le bout de papier et il n'y a pas de référentiel, et puis en fait on n'est pas assez précis. D'accord? Donc voilà. Steph Trumpal, salut Cédric, félicitations, merci. Pourquoi jamais une petite vidéo orientée reggae, ska, etc. alors que je sais que tu pratiques Tomahawk style. Ah oui, avec Tom. Oui, avec Tom, donc on fait reggae, ska, raga, dancehall, jungle même. Enfin bon. Je vais en faire. Mais c'est pareil, après, si je fais du reggae, il y a plusieurs styles de reggae. Donc il faudra que je vous détaille tous les trucs de reggae. Ska, je fais moins de ska.
J'ai eu une période ZLascar, donc c'était ska, mais c'était plus fusion. Ça partait même des fois en hip-hop, bourrin, etc. C'était plus le terme de ska. Bonobo Circus, j'y ai donné. En fait, je suis plus trop ska là. Donc, vous faire une vidéo sur le ska, non. Fouillez sur internet, vous allez en trouver. Reggae, ouais, ça peut peut-être me tenter un peu plus. Après, pareil, tout ce qui va être dancehall, bon petit groove bien qui fait danser, ouais. Donc, je vous ferai ça, y a pas de souci. Tracer, salut, je suis en train de regarder. Attends, salut, je suis en train de regarder la vidéo. C'est bien. Mathilde, bonjour Cédric, peux-tu nous expliquer comment fonctionnent les stages chez toi, STP? Durée, contenu, tarif, etc. Donc les stages, ah oui, et donc là j'ai regroupé toutes les petites questions qui arrivent encore derrière, parce que il y a aussi Johan. Est-ce que tu fais des stages rééducation? Je rigole, bien que... Ah bah attends, ça c'est encore autre chose. Il y a une semaine, jour pour jour, j'ai reçu un coup de tronçonneuse dans le mollet. Il va falloir réapprendre les bons gestes pour la grosse caisse. Vache. Tes vidéos sont excellentes, merci, parce que je rigole bien, les visionnant, et j'en ai bien besoin. Bon courage, Yann. Yohan. Non, Yann. Après, je reviens à Mathilde. Donc, il y a aussi Nico. Salut Cédric, alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se passent les stages, leur durée, les thèmes abordés, leur déroulement, les aspects pratiques, logement, repas, etc. Donc, je vais répondre ça à tout le monde. Après, Steph, as-tu des programmes type, avec support et cours de progression pour tes stages ou cours? L'idée de pouvoir se projeter sur une longue période, un an par exemple, avec des cours réguliers, un objectif précis. Et les supports pour bosser entre les cours. Pour finir, une idée du prix, bien sûr. Bravo Cédric pour ton engagement. En tout cas, tu mérites largement ces 30 000. Merci. Et c'est bon. Donc au niveau des stages, rapidement. On prend contact par mail, d'accord. À vous de me dire dans le mail ce que vous attendez aussi de moi. Par rapport à votre niveau, si vous êtes complètement débutant, parce que franchement, il y a de tout le monde qui vient. Il y en a qui n'ont quasiment jamais touché une baguette, mais qui ont une batterie et qui veulent commencer tout de suite avec des bons conseils plutôt que de commencer tout seul, avoir des mauvaises habitudes et tout corriger après. Donc voilà. Donc je peux avoir des super débutants, ce qui n'est pas du tout péjoratif, hein, super débutants, jusqu'aux mecs qui sont déjà intermittents, qui tournent à fond et qui veulent juste partager du moment de matos avec moi, échanger du matos, réaccorder leur instrument, voir aussi notre vision de l'instrument, parce qu'ils se sentent un peu enfermés dans leur connaissance, ils ont l'impression de tourner un petit peu en rond, donc c'est un peu plus du partage, donc il y a vraiment un peu de tout. Donc à vous de me dire ce que vous attendez de moi. On essaie de se trouver un créneau, si c'est juste pour une après-midi, une journée complète, ou pour 2 jours, très exceptionnellement 3 jours, mais je conseille déjà 2 jours, c'est déjà forcément bien. Et puis, désolé, j'ai eu un bug, je repensais à Yann qui s'est foutu un coup de tronçonneuse dans le mollet. La vache. Enfin bref, donc la durée, comme je vous dis, ça dépend de vous. Ça dépend aussi du trajet que vous avez à faire. Si vous avez toute la France à traverser, c'est bien de partir sur 2 jours plutôt que pour 2 heures. Hein, on est d'accord. Le contenu, c'est super large. En général, si vous venez avec votre instrument, on va passer 2-3 heures, voire un peu plus, déjà juste pour l'accorder. Prendre le temps de faire sonner votre titine, votre kit. D'accord? Parce que c'est super important quand vous bossez sur votre instrument, déjà, il faut absolument que vous ayez envie de jouer dessus parce que vous l'adorez, quoi. Vous allez dessus, vous dites, oh la vache, là, cette grosse caisse de taré, cet homme là, moi c'est pareil avec la Master Rock, c'est tout ça, c'est ça à chaque fois. Oh, cet homme basse là qui fait, c'est trop bon. Et vu qu'on a envie d'aller jouer dessus, on a envie de bosser dessus et de le faire sonner, d'accord? Alors que si c'est un instrument alors vous l'avez quand même acheté, hein, ça coûte des sous, mais il est mal accordé, il résonne de trop, et encore on va parler sur le coup du résonne, parce que tous ceux qui viennent ici avec muffle, gaff, sopalin, moitié du rouleau de PQ, etc. pour pas que ça résonne. Moi j'enlève tout, hein. La batterie ça vit, vous allez voir. Enfin bref. Donc en gros, on passe notre temps pour que vous soyez heureux et content de enfin jouer sur votre instrument, et après on commence à bosser. Et ça peut être extrêmement large. Précision de grosse caisse, coordination, les grooves, étude de plan de jeu du style que vous aimez, les batteurs que vous aimez, voilà, etc. Ça c'est jusqu'au soir. Et généralement, le lendemain, on reprend, ça va être le dimanche matin par exemple, là on reprend tranquillou, pas trop de bruit, parce que ça dépend ce qu'on s'est tapé aussi le soir après, repas, apéro, etc. Là où ça va être plus du pad par exemple, donc stick control, les rudiments, donc tout ce qui va être frisé, roulé, création de vos propres rudiments, etc. Et en fin de matinée jusqu'au début d'après-midi, parce que ça va rarement jusqu'au dimanche soir quand même, sachant qu'il faut rentrer avec le couvre-feu en ce moment. Là, on revoit un peu ce qu'on a vu la veille et on tripe un peu plus dans le sens création de groove, création de break. Et vu que la veille, vous avez compris pourquoi on bossait tout ça, après le lendemain, c'est beaucoup plus logique de bosser dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est le truc un peu type. Instrument, matos,
Je vous explique comment bien progresser, pourquoi il y a des choses qui ne vont pas, et pourquoi vous buguez maintenant, c'est pour ça que vous ne progressez pas. Ça, c'est tout le samedi. Jusqu'au soir, on joue, enfin on fait plein de trucs. Le matin, pad, échauffement, tout ce que vous voulez. Et puis après, on se lâche un peu pour créer des trucs assez cool. C'est pas trop grave si ça ne sonne pas trop. Ça sera votre travail personnel après pour quand vous rentrez chez vous. Voilà à peu près le déroulage des stages sur 2 jours. Et Nico, donc, il demandait aussi les aspects pratiques, donc logement et repas. Si vous venez qu'une demi-journée, donc il n'y a pas de repas, mais oui, alors je peux avoir des croissants, des gâteaux si vous voulez. Pourquoi pas une petite bière aussi en fin de journée. Enfin, si c'est fin de journée, on verra. Si vous venez la journée, j'offre le repas du midi. Donc il y a le café le matin, tout est, enfin ce que vous voulez. Le petit repas du midi et les cafés qui sont à volonté ou tout ce que vous voulez dans la journée aussi. Pareil, pourquoi pas une petite bière en fin de journée, on peut voir ça ensemble. Ou autre chose, hein, j'ai du jus d'orange et du coca, et plein d'autres trucs. Si vous venez 2 jours, donc là forcément il y a le petit-déj, le repas du samedi midi, le repas du soir, l'hébergement est compris, vous dormez juste au-dessus de votre instrument, donc super cool. C'est-à-dire que le matin vous vous levez, waouh, là je dors au-dessus des batteries, il y a la mienne qui est en bas, c'était trop cool. Forcément il y a aussi le petit-déj du dimanche matin et le repas du dimanche midi. Donc ça fait quand même pas mal de trucs où vous n'avez rien du tout à penser. Quand vous venez ici, vous pensez juste à je viens avec ma batterie, mes baguettes et ma grosse pute de motivation et de passion. Forcément. Pensez pas à l'hôtel, pensez pas au repas, je m'occupe de tout. Sauf, je précise, l'hôtel, je vous héberge dans la nuit, entre les 2 jours de stage. De temps en temps, si vous pouvez vraiment pas, je veux bien vous accueillir le soir, mais je peux pas trop m'occuper de vous, parce que je suis désolé, mais j'ai aussi une vie de famille, enfin voilà, c'est la vie quoi. Donc je peux pas trop. Et généralement, ceux qui font beaucoup de routes se débrouillent, s'arrangent, comme quand vous devez partir quelque part, etc. Sur 3 jours, bah, vous vous arrangez bien pour trouver un hôtel, d'accord? Donc en général, ceux qui viennent sur 2 jours et qui ont pas mal de routes, plus de 6 ou 7 heures par exemple, oui, ils se trouvent un hôtel soit sur la route, avant de venir ici, ou alors juste dans le coin. Il y en a, je peux vous conseiller, d'accord? Normalement, je précise, hein, moi l'hébergement c'est entre les 2 jours. Mais des fois il y a exception, il y a les budgets qui fait que, voilà, je peux m'arranger. Et vite fait pour Steph, les programmes type, alors support de cours, oui, oula, j'ai 475 milliards d'exercices qui sont prêts à vous accueillir et surtout qui sont prêts à vous faire bosser comme des porcs. J'ai plein de méthodes ici. Mais après, tout ce qui va être cours en ligne, et par exemple là tu parles sur un truc sur 1 an, avec un objectif précis, ça va être toi ton objectif qui va me le donner, et moi je vais te dire comment y arriver. D'accord? Mais après, il faut savoir que se fixer un objectif, c'est cool de pouvoir s'y tenir, mais ne passez pas tout ce qu'il y a aussi à côté. Objectif c'est cool, mais il faut rester très très ouvert, parce qu'il y a des fois, en bossant autre chose, on va être un peu plus attiré, on va bosser quelque chose, mais qui va nous amener au même autre objectif. Et ça, c'est l'intérêt du prof aussi. Te dire, ok, tu vois ça comme ça, on a le même but pour, au bout d'1 an, d'arriver à faire ça. Mais alors, attends, là, le problème, c'est que tu peux pas y arriver si tu bosses pas ça avant. Par exemple. Ou alors, non, là, tu te prends trop la tête, on trace direct. T'es déjà assez précis, on avance. Voilà, ça va être mon rôle. Donc, les supports, hein, forcément, vous recevez tout par mail, toutes les partitions, tout ce qu'on bosse, tous les rythmes qu'on crée, tous les breaks que l'on crée ensemble. Les exercices qu'on se crée aussi ensemble, donc ça veut dire que ce sont des exercices qui sont uniques au monde, hein, ce sont les vôtres, parce qu'on les crée ensemble. Donc vous recevez tout, donc tout est complet support. Pareil, je peux me filmer si vous avez besoin de vidéos, parce que vous ne vous rappelez plus, au niveau lecture, c'est pas tap, et que vous ne vous rappelez plus comment je fais. Je m'enregistre, je vous envoie la vidéo, voilà. Il y a un support, hein, je suis là aussi entre les cours et entre les stages. Fred Drums 360, yeah! Félicitations pour ce cap, c'est largement mérité. Merci beaucoup Fred. Voici ma question. Quelles sont selon toi les qualités techniques et humaines pour être un bon batteur? Eh ben je vais pas répondre dans cette vidéo parce que ça c'est une... J'y ai réfléchi avant quand parce que j'ai eu quand même vos questions avant. J'y ai pensé avant et ça c'est une vidéo qui sera à part entière. C'est extrêmement important comme question. Qualité technique et humaine, là tu as tout résumé, hein. Un bon batteur c'est pas que de la technique. Tu peux être le meilleur batteur au monde, super technique de taré, mais humainement, tu es un gros enfoiré, on peut pas vivre avec toi, c'est-à-dire qu'on peut pas tourner avec toi, on peut pas répéter avec toi, parce que tu as un ego, ou tout ce que tu veux, ou même, tu peux avoir une super technique, mais sauf que t'écoutes pas les autres, t'es pas ouvert. Tu peux être le gars le plus mignon du monde, le plus gros nounours, le plus accueillant de tout ce que tu veux, mais si t'écoutes pas les autres, t'es pas ouvert, on peut pas jouer avec toi, parce que tu es dans ta bulle, même si t'as une super technique, et même si t'es super sympa. Pareil, tu peux être super ouvert avec les autres, mais pas trop avoir de technique, ne pas être carré, accélérer, ralentir, mettre tes breaks aux mauvais endroits.
Enfin voilà, c'est vraiment un tout. Donc c'est une vidéo très très importante, c'est une question très très importante. Et je vais absolument, Fred, donc je reviendrai sur toi, faire une vidéo là-dessus. D'accord? Voilà, déjà je vous ai un petit peu dit ce que je pensais. Il faut un tout, d'accord? Et généralement les batteurs qui tournent beaucoup, avec beaucoup de monde, c'est que c'est un tout. Ils sont pas forcément que bons. Ils seraient que bons, mais des gros, vous voyez ce que je veux dire? À la fin ça passe pas, ils sont virés. Hein. D'accord? Et je suis même sûr et certain, ça je le sais, qu'il y en a qui jouent un peu moins bien que d'autres, mais ils sont tellement à l'écoute, ils ont des idées, ça sonne. Technique, elle est là, mais il y en a d'autres qui les détruisent complètement au niveau technique. Mais c'est juste qu'ils sont super cool, super attentifs. Ils sont à l'heure aux répétitions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un tout, quoi. On en reparle dans d'autres vidéos. Dans l'autre vidéo. Mais très 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 bonne question. Allez, une dernière question pour finir cette vidéo, parce que quand même, hein, Jean Einstein, raconte-nous une anecdote concernant la batterie. D'accord, en plus c'est très bien parce qu'on va finir sur les anecdotes. Qu'est-ce que je peux dire comme anecdote? J'en ai plein. Je vais pas toutes vous les dire. Ça, je vous les réserve quand vous venez en stage ici. Hein. C'est un peu privé des fois. Non, une qui est rigolote, par exemple. Un concert avec les Lascar, on jouait un morceau qui s'appelait J'en ai rien à foutre, qui était super bien. Aujourd'hui, le temps est j'en ai rien à foutre. Je m'en fous avec qui je dors, j'en ai rien à foutre, etc. Ça a cartonné ce morceau-là. Et le trip, c'était sur scène. J'avais perdu un pari. Je sais plus avec qui c'était, je sais plus ce que c'était le pari, mais enfin bref, je sais que j'avais perdu un pari avec un des musiciens des là. Je crois que c'était avec Guib, le bassiste. Et en gros, je devais jouer ce morceau-là sur scène en string léopard. Donc rien d'autre, hein, un string léopard. Et pour bien que le public le voie, il fallait que je me mette debout sur le siège et que je tourne avant de jouer le morceau. Qu'on voit bien mes... Enfin, vous avez compris. Et pour aller dans le délire encore un peu plus loin, vu que c'est le truc, si le morceau j'en ai rien à foutre, c'est pas qu'on se la pète, mais voilà, on se lâche un petit peu. Fallait en plus que je sois touré avec deux belles nénettes à côté, c'était deux copines de l'époque, blonde et brune pour bien faire, tu vois. Donc voilà l'anecdote. Bon, j'ai joué en string sur scène. C'est pas ça l'anecdote pour de vrai. Avec de grosses bombasses à côté, désolé pour le mot bombasse, mais c'est bien mignonne. L'anecdote, c'était surtout que le lendemain ou 2-3 jours après, j'allais donner des cours, hein, à domicile. Et là, donc, je vais chez je ne sais plus qui était l'élève, je ne me rappelle plus. Et donc, il y a les parents qui arrivent. Oh, il était bien votre concert samedi, hein. C'était. Oh, puis il y avait du monde. Puis, oh, vous êtes bien sur scène. Et là. Ah, parce que vous étiez au concert samedi de. Ok, super. Donc, les parents de l'élève m'ont vu en string, léopard, m'ont vu mes fesses, faire comme ça. Et puis, avec deux filles. Voilà. Bon, c'est pas méchant, mais bon, petite anecdote quand même. Une autre petite. On part en tournée en Irlande avec Earl et un autre groupe qui s'appelle Daria. Je suis des potes, Nono, hein, si tu me fais coucou. Camille Belin, ancien guitariste de Daria, ancien chanteur de Daria, qui construit ses propres caisses claires maintenant sur Angers. Je vous conseille de... elles ont l'air vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de tester. Enfin bref, donc on part en Irlande. N'oubliez pas quand même, on est deux batteurs, hein, vu qu'on est deux groupes. À deux batteurs, on oublie pédale de grosse caisse et les pieds du tom bass. Voilà. Voilà comment c'est la tournée en Irlande. C'était cool. Deux cerveaux, deux batteurs, on se comprend. Fallait qu'on oublie ça tous les deux. Si, j'en ai plein d'autres. C'est encore une autre, mais après j'arrête comme quoi, vous allez voir. Hein. Donc là, je reviens au tout début de mon premier concert. Je crois que c'est mon tout premier concert avec les Lascar et encore le groupe avant, il s'appelait Scamel. Faut imaginer, c'était au Copacabana sur Angers. Alors, je peux pas vous dire la date. Ça devait être en 98. Ouais, je crois. Voilà, vers les 98 par là. Et on fait donc première date au Copacabana. Je stressais à mort. Hein, enfin, voilà. On fait la date, on s'amuse, on se fait bien plaisir. Et en fait, notre concert était tellement pitoyable, nul, pourri, qu'on a eu des échos après, genre au lycée, puis même ceux qui étaient à la fac ou n'importe quoi. T'as été voir Scamel là au Copa? Oh la vache! Oh la bouse, comment c'était nul! Et puis alors, nous on n'arrêtait pas de se foutre d'eux, puis eux sur scène ils ne se rendaient pas compte, ils continuaient à jouer. Pour vous dire, on était quand même obligé de changer de nom hein, après ce concert-là. Voilà, quand tu te dis que tu es obligé de changer de nom après un concert pour pas qu'on se rappelle de toi et que tu passes à autre chose, et après on s'est quand même dit, faut peut-être qu'on répète. En fait, faut peut-être qu'on connaisse nos morceaux avant de les présenter à du public. Voilà, j'ai ces trois-là qui me viennent comme ça, mais je sais que j'en ai plein. Et de toute façon, pour tous ceux qui vont venir en stage, vous allez voir que je vous en raconte plein. Que ce soit pareil en concert. Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais, enfin bref, venez ici et vous aurez du croustillant.
Alors je sais que je suis très répétitif et que je vous remercie à chaque fin de vidéo, mais je suis désolé, j'ai encore vous le faire aujourd'hui. Merci. Mais c'est réellement sincère et j'ai même l'impression de ne pas être assez reconnaissant par rapport à tout le soutien que vous m'apportez. Alors que ce soit en me suivant sur YouTube, en vous abonnant, abonnez-vous, ou alors en me suivant sur ma page Tipeee par exemple, ou alors même que ce soit en prenant des cours en ligne avec moi, et encore plus le kiff total de Total, c'est quand vous venez en stage ici, chez moi, dans mon temple. Et c'est toujours un immense plaisir de vous rencontrer enfin en vrai et de vous accueillir ici pour partager en plus d'excellents moments, de très très bons souvenirs. Franchement, j'adore ça. Mais j'adore ça, quoi. Allez, venez en stage. Bon, allez, j'arrête les blablas, il y a une autre vidéo à aller voir. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Un immense merci à tous mes tipeurs. Et aussi à toutes celles et tous ceux qui se commandent des petits t-shirts sur ma boutique, des mugs, des chaussettes aussi, ça arrive ça. Bon allez, Cédric, t'as dit que t'arrêtais de parler. Je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo. Bye.